Merci beaucoup. Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est un honneur d'être associé à la création de cette nouvelle institution, cette nouvelle entité qu'est cette plateforme. C'est effectivement moi qui vais vous accompagner, qui vais modérer les quelques 45 minutes qui vont nous amener à évoquer un certain nombre de projets qui sont déjà en cours, que ce soit ici, que ce soit à l'étranger. L'intérêt qu'on avait à travers ces 5 présentations, c'est de montrer l'éventail forcément subjectif et incomplet de différentes initiatives qui ont été menées, que ce soit à l'étranger, on ira en Angleterre, on ira aux États-Unis, mais aussi dans cette faculté à travers des travaux et des réalisations qui ont été faites. Je vous présenterai d'abord brièvement une initiative qu'on a eue l'année passée en association avec l'Académie suisse des sciences médicales, avec le Centre de compétences en durabilité et puis médecine et hygiène, de comment justement on peut repenser le système de santé dans le cadre des limites planétaires. Ensuite, nous aurons des interventions d'Angleterre qui seront des vidéos, puis des projets qui nous semblaient intéressants de vous montrer, puis on retournera aux États-Unis pour parler de l'impact du système de santé sur l'environnement. Alors, ce premier volet qui nous semblait être un bon exemple, disons, de choses qu'on peut développer au sein d'une faculté, mais qui finalement a un intérêt plus large pour la communauté de la santé et pour la Suisse en général. Alors, c'est un symposium qu'on a organisé en mai l'année passée, et le titre c'était « Pour des services de santé suisses durables dans les limites planétaires ». On avait réuni environ une 70aine d'experts, et il était question de réfléchir à quelles étaient les voies pour le système de santé suisse, de réfléchir comment le transformer. Je vais vous montrer un petit peu le processus qu'on a eu par rapport à ça. Mais voilà, j'ai voulu garder cette diapositive parce qu'elle me semblait assez illustrative de comment des petites choses peuvent avoir des conséquences énormes. Donc peut-être certains reconnaissent, je ne vais pas vous faire le quiz de savoir quelle est cette molécule. C'est du diclofénac, donc un anti-inflammatoire totalement banal, et qui a en fait en quelques années pratiquement éradiqué une espèce de vautour qui est en Inde. Alors c'était plutôt dans une utilisation vétérinaire, mais quasiment 90% de cette espèce de vautour a disparu parce qu'il y avait une sensibilité rénale extrêmement importante à cet anti-inflammatoire, par ailleurs banal chez nous dans sa fréquence de prescription. Donc tout ça pour illustrer qu'il peut y avoir des choses tout à fait anodines d'apparence, mais qui ont des conséquences extrêmement sévères sur la santé de l'environnement. Alors, on était parti pour ce symposium sur un triple constat. Évidemment, le vice-doyen Renaud Dupaquier en a parlé, l'impact des services de santé sur l'environnement, qui est important, l'impact des dégradations environnementales sur la santé, et puis un système de santé qui, à bien des égards, est en crise. Ça avait d'ailleurs mené l'Académie suisse des sciences médicales à publier ce rapport il y a quelques années qui montrait justement les limites du système actuel, avec notamment des consommations extrêmement élevées de ressources financières, humaines, naturelles, des dépenses qui vont qu'en croissant, et puis souvent des promesses de guérison exagérées sur des faux espoirs, et finalement qui confrontent la médecine à ses limites avec des faux incitatifs. Et puis finalement, un système de santé qui est extrêmement important en termes d'employeurs, puisqu'il emploie quasiment 7% de la population suisse active, et évidemment énormément d'institutions qui sont impliquées. Donc partant de ce constat-là, qui était plutôt un constat du fonctionnement du système de santé, on a voulu aller plus loin, et puis réfléchir vraiment aux aspects de transition écologique, d'impact environnemental. Et c'est pour ça qu'on a un petit peu schématisé ça sur ces 3 axes. De façon très globale, on peut réfléchir quasiment à l'infini sur des constats globaux. Ils existent, les limites planétaires, la santé planétaire, c'est des concepts qui existent. À l'inverse, et ça c'est le rond au centre, on peut aller dans beaucoup de mesures opérationnelles. Par contre, l'élément qui nous semblait vraiment intéressant d'explorer, c'est cette vision un peu intermédiaire, c'est-à-dire d'avoir une vision stratégique qui permettent d'élaborer des solutions, d'élaborer une réflexion à l'intérieur de ce cadre qu'on avait fixé. Donc, pour réfléchir, on avait imaginé 3 niveaux. 3 niveaux dans lesquels on doit intervenir. D'abord, réduire l'utilisation des services de soins. Ensuite, adapter les pratiques de soins. Puis finalement, améliorer l'efficience environnementale de l'existant.
Et puis, on peut voir différents domaines dans lesquels on peut réfléchir sur ces 3 axes. C'est la société dans son ensemble, c'est le système de santé, c'est à la clinique et les soins, notre pratique quotidienne, et puis les infrastructures en tant que telles. Donc ça, c'est le cadre qu'on s'était fixé pour réfléchir avec ces différents experts, fort du constat de départ. Et le défi qu'on avait, c'était de faire travailler ces 70 experts au travers d'un certain nombre d'ateliers pour élaborer justement une vision des principes qui puissent mener vraiment après à l'élaboration de mesures opérationnelles concrètes. On l'a appelé une feuille de route, puisque c'est dans la continuité de celle qui avait été élaborée il y a quelques années sur le système de santé lui-même. Alors, pour arriver directement, sans que ce soit vraiment un spoil, mais c'est en avant-première que je vous présente de façon extrêmement brève les 7 propositions qui ont été finalement formulées dans cette feuille de route. Il y a eu beaucoup d'itérations avec les différents experts. Donc, 7 propositions qu'on peut rapidement passer en vue. Au niveau sociétal, c'est le renforcement de l'engagement citoyen, communautaire et institutionnel pour accélérer la transition écologique. Repenser le concept de la définition de la santé, aller au-delà de la définition de l'OMS, qui permettent de mieux tenir compte des déterminants environnementaux. Quelque chose qui a trait à la démédicalisation, la débiomédicalisation, ce n'est pas un très joli terme, mais la resocialisation de la santé, donc vraiment repenser la façon dont on pratique les soins, développer un nouveau paradigme pour une médecine et des soins durables, promouvoir d'autres pratiques de soins et intégrer des questions environnementales dans la pratique médicale, engager les institutions de soins dans une démarche de durabilité forte, c'est-à-dire vraiment de repenser ces institutions en termes d'infrastructures, par exemple, et puis sans oublier la formation qui est indispensable, et on le verra à travers une des présentations tout à l'heure, des professionnels de santé aux enjeux de durabilité environnementale. Je ne vous en dis pas plus pour cette feuille de route. Comme je vous disais, elle n'est encore pas sortie. Elle sortira en juin. Elle sera publiée évidemment au niveau national, en français et en allemand. Donc, je vous présentais ça parce que ça nous semblait important de vous montrer cette initiative qui sont des jalons importants pour aller vers un système de santé plus durable. Presque sans transition, je finissais par les questions d'enseignement. On va tout de suite voir un entretien qu'on a eu avec la docteure Sanyume Thun, qui est à l'origine une généraliste anglaise, mais qui s'est fait une spécialité dans la consolidation de cursus de formation dans les études de médecine sur les questions de durabilité et qui travaille pour plusieurs universités en Angleterre pour intégrer ces questions-là dans le cursus. Donc ça nous semblait vraiment intéressant de l'entendre par rapport à comment est-ce qu'on intègre dans des cursus de médecine les questions de durabilité environnementale. My name is Sanyume Thun, and I'm a medical doctor by background. I was a GP or family physician for a long time. Nowadays, I'm involved in education for sustainable healthcare, or ESH as we call it, and I teach both medical students directly and also do faculty development for medical schools to incorporate education for sustainable healthcare into their own courses. So as caregivers and physicians, an important part of our role is protecting people's health. But what we're finding is at the same time as practicing medicine, we're causing the environmental degradations that are causing ill health to the very people that we're meant to be helping and to the people that the patients that we have yet to see. And this happens because healthcare itself is a major industry. It produces greenhouse gases that contribute to climate change. It uses resources at a level that's not sustainable and produces phenomenal amounts of waste that is disposed of, often in a way that damages the environment. So by integrating sustainable healthcare into health professionals' training, we can help to develop an environmental perspective in health professionals so that they can work together to find solutions to these problems and apply the solutions. This will then help the health of our patients. Before I do the faculty development sessions that I do, there's often a lack of awareness among faculty, and they can't see the relevance of climate change or planetary health or the ecosystem crisis to what they're teaching. And then they come to the sessions that I do and they go, well, this is eye-opening. I didn't realize it had anything to do with clinical practice. Can you please do another session so that I can bring my colleagues? I find that health profession schools or institutes are actually quite keen on the idea of integrating sustainability into their curricula. There are a few issues that come up all the time.
The first is that medical school curricula, for instance, are already very crowded, and there's a natural reluctance to take anything out to make room, even if the new thing is vitally important. So what I say is you don't need to take anything out. You can use sustainability as an example in teaching generic skills like academic writing or communication skills. Sustainable clinical practice is good medical practice. So an example for teaching would be finding out and respecting the patient's priorities. So that if you have a patient approaching the end of life, for instance, the student learns to ask whether the patient wishes to pursue every avenue of investigation and treatment to extend their life, explaining all the burdens that might entail, or would the patient rather choose to spend that time with their family instead? Or if you are covering any particular specialty, for instance, you can include examples of the health impacts of climate change, whether you're teaching pediatrics or psychiatry or infectious diseases. It's relevant to everything. Another issue is that faculty might lack the confidence to teach on ESH if they feel they aren't experts in the topic. This is, of course, understandable, but my research has shown that it's a good idea to explore new concepts together with students and learn with them rather than always feeling that you have to be able to give a lecture to them. There's a wealth of materials and resources from lots and lots of sources, lots of international organizations and websites that are freely accessible. It can be fun to move away from the hierarchical structure of transferring knowledge and learn together with your students instead. And the most important thing is that it's helpful to engage with the students who are keen, who understand that global environmental changes and sustainability will affect them in their careers and their professional life. They want to be prepared so that they'll be able to deal with these issues and help to come up with solutions. We're fortunate in the UK because the GMC, the General Medical Council, which regulates medical education and practice, has included sustainable healthcare in its mandatory requirements of what learning is needed. So medical schools are having to incorporate this into their curricula. At the moment, provision is still patchy, with some medical schools managing this integration more smoothly or more quickly, but in my experience, the willingness is there. You may have heard of an international student-led initiative called the Planetary Health Report Card. This is a needs assessment tool with detailed metrics for helping medical schools to see where they can apply sustainability principles. And the PHRC is expanding to other health professions too. When the PHRC came to the UK, I was asked to be the faculty advisor for the UK. We've been encouraged by how much engagement there has been amongst the medical schools, and we're very hopeful that they'll be continuing with good, rapid progress. And many medical schools have found that participating in the PHRC has actually spurred them on and provided the momentum that's needed for them to make these changes. At the moment, I would say it's very variable, but changing quite rapidly. And the Planetary Health Report Card that I mentioned has been an important part of this, alongside the GMC's requirements. So currently at a lot of the medical schools, planetary health and sustainable healthcare are often addressed as a student-selected option, where a project is chosen to study in some depth, but only by certain students in a year group. So for what I'd like to see in 2 years' time, it would be ideal for sustainability to be covered by a lecture or two on entry to medical school, and then this teaching to be reinforced as students enter a new stage of the curriculum. As well as this, in every new specialism that students encounter, there should be a mention or a slide or two in the lectures. Once the students have some background understanding of ESH, it would be ideal at some point to provide student selected options that are all sustainably themed, so that all the students across the cohort address sustainability. But where each student would choose to pursue an aspect of sustainable healthcare where they have the most interest. And I would say that last but not least, sustainable healthcare has to be ingrained into assessment so that everyone understands its importance to becoming a doctor. Voilà. Je ne sais pas si vous avez tout compris. L'anglais n'était pas forcément très simple à comprendre. Je pense qu'il y a un ou deux messages
à absolument retenir, c'est en général quand on a une bonne idée, que c'est que d'autres l'ont aussi eu en même temps, voire avant nous, et que les choses bougent vraiment vite, notamment en Angleterre, où c'est vraiment en train d'essaimer dans énormément de facultés. Ce qui renforce évidemment l'intérêt de créer cette plateforme pour les questions d'enseignement. Alors on va venir un petit peu plus proche maintenant en Suisse. Malheureusement, elle ne peut pas être avec nous physiquement, mais elle est avec nous à distance pour présenter une initiative importante au niveau des laboratoires. Donc j'appelle virtuellement la professeure Vassiliki Nicoletopoulou, qui est dans le département des neurosciences fondamentales et qui participe activement à une initiative des laboratoires pour rendre les laboratoires plus durables. J'espère que vous nous entendez. Good afternoon, everyone. I will share my presentation. I hope that you can all see my screen. Yes? Okay. Yes. And that you can hear me well. Okay, excellent. So good afternoon, and it's a great pleasure to be with you. Unfortunately, couldn't be there in person because of COVID, of course. But today, what I want to tell you is that in the past few years, I have been actively involved in setting up a European network for dealing with sustainability in life sciences. So I wanted to give you an update on this, and hoping that some of you will find it relevant to what you are doing. So first of all, the problem starts with the fact that our sector, our labs, are very resource intensive. And of course, this is not surprising because as scientists, we travel a lot, we attend conferences, we use equipment that are very energy demanding, like hoods and freezers. Also, many of us daily use single-use plastics, for example, in diagnostics or in cell culture. We generate large amounts of chemical and biological waste, and also large data sets that we need to compute and store. So the proportions I show here in this schematic are only indicative because, of course, we have many different types of life science labs. So it will be different if you are a clinical or diagnostic or computational lab. However, the take-home message is that regardless of what type of lab you are involved in or activity, our collective footprint is quite substantial. And therefore, like all other sectors, we also need to change our mentality, to change the way we do science, and to basically realign our activities with the new global demands. The question is that how do we do that in practice? So to help European life scientists move forward with this front, we put together a European network that we named CELS, and it stands for Sustainable European Laboratories. In fact, when I say we, there has been 6 founding partners that are shown here. This includes 3 national life science sustainability initiatives from the Netherlands, from Austria, and the Lean Network from the UK. These countries are actually quite advanced at the national level. Also, it includes LEAF, which is the Laboratory Efficiency Assessment Framework, and 2 very well-known institutions, the EMBL and the FENS-Kavli network, which is the party that I represent in this CELS initiative. So FENS stands for the Federation of European Neuroscience Societies. And in fact, neurosciences played a great role in kickstarting the CELS network, because FENS together with IBRO provided most of the initial funding that was necessary to kickstart the whole thing. So CELS was launched last October at the COP26 forum in Scotland. And in the past few months, we have several hundreds of members joining us, mainly academic. And this list is growing, so we are very happy.
And of course, membership, I want to mention, is entirely free. So if you wonder what we do, while keeping a European focus at the top of this pyramid, the main aim of CELS is to engage life scientists at all different possible levels, starting with individuals, for example, PhD students or postdocs who are interested in the topic, or lab groups that do not have organized framework in their surrounding. These will find a large number of tools and resources in CELS to get started. At the same time, CELS acts as a centralized hub for more organized initiatives, such as green teams in departments, like perhaps what we are trying to do here, or at the national level, for example, the Swiss Green Labs, which is a national Swiss initiative that is now being built. And what exactly are we doing? What are we providing? First of all, we have a centralized hub of tools and resources that allow people to measure the footprint of their activity in the lab or in the clinic, and also take steps to make their practices more sustainable. This is all freely available to all members and shared. So this is the main philosophy anyways of this network. And it gives newcomers a good start because a lot of it is there and they can apply it. Secondly, we want to assist people in building up local sustainability teams and moving forward. So in addition to these tools and resources that I just mentioned, we also provide very specialized training. For example, how to do sustainable cell culture or sustainable microscopy. We don't have all the topics, but we are developing them. Third, we want to actually help connect all the wonderful initiatives that are popping up in Europe here and there. They need to know about each other and to exchange ideas and viewpoints, because at the end of the day, the long-term goal of CELS is to harness the power of a collective voice from life sciences. And we want ourselves, scientists, to be the ones driving the change by setting new standards and influencing policy making. So how do we bring now all this back home here at UNIL? We work on 3 different main pillars that are good to keep in mind. First thing is that we need to change our mentality, and CELS and other people have many tools to help with that, disseminate the message and engage scientists. The second part is that we need to actually collect and analyze our own data. Again, there are tools to do so. And finally, we need to stay connected with other labs, with other departments, with other universities and countries, and take part in this collective effort to set the new standards and make them the new norm. So to achieve all that, we need to have both bottom-up and top-down approaches in parallel. We also need to have scientists working hand in hand with sustainability professionals. And last, we need to be coordinated at all levels, starting from the department to the faculty to the national and European levels. And so I want to finish my little presentation by showcasing what we started now doing at the DNF, the Department of Fundamental Neurosciences, where I belong. And we put together a sustainability team comprised of these 4 people. Actually, we chose Eric Bernardi and Manuel Mamelli because they were already responsible for building management, and myself and Paola Bezzi because we were responsible for security, especially for chemical and biological waste. And these 2 aspects, building management and security, are very important to have in a sustainability team. And I also want to acknowledge the many students and postdocs that volunteered very rapidly. And they are extremely important because they are the ones working in the labs and feeding in all the bottom-up information that is needed.
So basically what we are starting to do is to use the tools I mentioned to measure the footprint of each lab individually at the DNF and identify actions to reduce this footprint. So this is going to be discussed at the level of the DNF and decide of what actions need to be implemented for each different lab. Of course, now we are at the very beginning of a very long road. We are aware of that. But at the same time, we are very happy to have the direction of the DNF really with us by our side. And also the FBM and UNIL fully aligned with the aims and goals of this effort. Actually, they were the ones that put us in contact with this national initiative that I mentioned, Green Labs Switzerland, which is now being placed together. So I'm quite positive that in the next years or months, we will see some positive change and we can have a second meeting here to discuss where we stand. And I leave you with this, with some contact about cells and DNF. We are always looking forward to hearing whether you have some ideas or if you want to discuss further something that I touched upon and is relevant for you. So thank you all for your attention. Okay, I think we have to go on. Thank you very much again to have been with us today. Thank you very much. Et nous allons donc continuer alors de façon beaucoup plus locale en français. Et j'ai le plaisir je vais juste passer les diapositives. Parce que un compte inattendu. Voilà. Donc on va passer à une étude beaucoup plus locale, d'un contexte complètement différent. Donc j'ai le plaisir d'appeler Hélène André, qui est médecin assistante, qui travaille actuellement à l'hôpital intercantonal de la Broye et qui a fait sa thèse de médecine sur un thème qui est important, c'est de savoir comment est-ce que les médecins généralistes perçoivent la question de la transition écologique, du changement climatique et comment est-ce qu'ils se verraient l'intégrer dans leur pratique de routine. Hélène, je te passe la parole. Ok, voilà, donc bonjour, je vais vous parler, comme Nicolas l'a dit, de ma thèse en médecine de famille à Unisanté, qui était sur comment aborder le changement climatique et les dégradations environnementales avec les patients en médecine de famille. C'était une étude transversale sur les connaissances, les domaines d'action potentiels et le point de vue des médecins de famille en Suisse romande. Je vais commencer par vous parler de l'Association mondiale de médecine de famille, ou en anglais la WOMCA, qui en 2019 a publié une déclaration qui appelait les médecins de famille du monde entier à agir en faveur de la santé planétaire. Cette déclaration proposait toute une série d'opportunités d'intervention destinées aux médecins de famille. Et notamment, ils invitaient les médecins de famille à répondre aux défis sanitaires émergents liés au changement climatique et aux dégradations environnementales. Ils invitaient également les médecins de famille à conseiller les patients sur les co-bénéfices santé-environnement, avec toute une liste de co-bénéfices qui peuvent être abordés avec les patients en médecine de famille. Et finalement, à être actifs en tant que citoyens en politique et dans les médias pour promouvoir la santé planétaire et alarmer sur l'urgence climatique. Donc, qu'est-ce que c'est que les co-bénéfices santé-environnement ? Les co-bénéfices santé-environnement, c'est des actions qui vont être bénéfiques à la fois sur la santé humaine et sur l'environnement. Un exemple typique de co-bénéfice santé-environnement, ça sera par exemple la mobilité active, donc prendre le vélo plutôt que la voiture lorsque c'est possible, ce qui d'une part aura un effet bénéfique sur la santé en augmentant son activité physique et sur l'environnement en diminuant les émissions de gaz à effet de serre. Un autre concept important, c'est la santé planétaire. C'est un concept qui est basé sur l'interdépendance entre la santé des êtres humains, des êtres non humains et de l'intégrité des écosystèmes. Et plus spécifiquement sur l'impact sur la santé humaine des dégradations anthropogéniques, donc causées par l'homme, des systèmes naturels de la Terre. Les objectifs de notre étude, c'était premièrement d'explorer le niveau actuel des connaissances des médecins de famille concernant les thématiques environnementales et plus particulièrement concernant le changement climatique, la santé planétaire, l'éco-bénéfice et les limites planétaires.
Le deuxième objectif, c'était d'explorer l'acceptabilité par les médecins de famille à aborder le changement climatique en consultation avec leurs patients, et notamment tous les co-bénéfices qui étaient proposés par la WONCA dans leur déclaration. Et le troisième objectif, c'était d'explorer l'acceptabilité par les médecins de famille à adopter un rôle modèle en diminuant leur empreinte carbone dans leur sphère privée, mais aussi dans leur sphère professionnelle. Donc pour ce faire, on a développé un questionnaire de 40 questions qui était basé sur la déclaration de la WONCA, mais aussi sur les études existantes. On a envoyé ce questionnaire à 1972 médecins généralistes en Suisse romande. On a reçu 514 questionnaires en retour. 497 étaient analysables pour nos analyses et ça faisait un taux de réponse de 25%. Oui. Donc au niveau des résultats, si on s'intéresse au niveau de connaissances auto-rapportées sur les thématiques environnementales, on voit que concernant le changement climatique, on a globalement un bon niveau de connaissance des participants, avec plus de 90% des participants qui rapportaient avoir au moins des connaissances basiques sur le changement climatique. Par contre, si on se concentre sur des concepts plus spécifiques émergents des sciences environnementales, comme la santé planétaire, l'éco-bénéfice et les limites planétaires, la moitié des participants ou plus de la moitié des participants rapportaient avoir aucune ou peu de connaissances sur ces sujets. C'est intéressant de voir que presque 90% des participants souhaiteraient en apprendre davantage sur la relation entre le changement climatique et la santé s'ils en avaient l'occasion. Au niveau de l'acceptabilité des médecins de famille à aborder le thème du changement climatique avec leurs patients, on voyait que presque 70% des participants se disaient tout à fait d'accord ou plutôt d'accord à mieux intégrer la thématique du changement climatique à la pratique clinique. Et plus de 80% des médecins de famille pensaient qu'il faudrait informer davantage les patients sur l'impact du changement climatique sur la santé. Quand on s'intéressait à l'acceptabilité des participants à aborder les co-bénéfices proposés dans la déclaration de la WONCA, on voit que globalement, les participants étaient favorables à aborder ces thèmes avec leurs patients en consultation, et surtout le co-bénéfice d'avoir une alimentation plus durable, les co-bénéfices de privilégier une mobilité active et d'avoir un contact plus important avec la nature. Sans grande surprise, on voyait que les participants n'étaient plutôt pas favorables à aborder la question de la planification familiale dans une thématique de co-bénéfice avec leurs patients. C'est intéressant aussi de voir que plus de la moitié des participants ne se sentent pas à l'aise de conseiller les patients sur l'impact du changement climatique sur leur santé, alors que c'est une thématique qui est régulièrement abordée en consultation en médecine de famille. Quand on s'intéressait aux barrières auxquelles sont confrontés les médecins de famille, la première, c'était le manque de temps, mais aussi le manque de connaissances au sujet de l'impact du changement climatique sur la santé et le manque de recommandations cliniques sur comment aborder cette thématique. Ce qu'on peut en tirer comme conclusion de notre étude, c'est que le niveau de connaissance des médecins généralistes sur le changement climatique était globalement bon, mais que lorsqu'on se penche sur des connaissances des sujets émergents des sciences environnementales plus spécifiques comme la santé planétaire ou l'éco-bénéfice, il y avait là un manque de connaissances. On voit aussi qu'il y a une réelle reconnaissance de l'urgence climatique par les médecins de famille, avec un souhait d'intégrer des considérations environnementales à leur pratique clinique et un souhait de jouer un rôle modèle dans la société et dans leur pratique. Et c'est intéressant aussi de voir qu'à ce jour, bien qu'on ait un nombre croissant d'études qui s'intéressent à l'impact du changement climatique sur la santé, on a en fait peu de données sur les opportunités d'intervention en clinique, et qu'aborder les questions des dégradations environnementales au travers des co-bénéfices santé-environnement, et notamment l'alimentation plus durable, la mobilité active et le contact avec la nature, ça semble des stratégies prometteuses pour intégrer la thématique à la pratique clinique. Voilà, merci pour votre attention. Quasiment sans transition, j'ai le plaisir d'accueillir Elisa Hyde, qui est étudiante en médecine et qui fait son travail de master avec le professeur Conus sur un autre aspect du changement climatique, les aspects de santé mentale. Grand plaisir de vous accueillir. Bonjour.
Voilà, alors comme ça a été dit, je m'appelle Elisa Hyde et je suis étudiante en master en médecine. Et puis avec le professeur Conus, on fait un travail de master qui est une revue de la littérature sur l'impact du changement climatique sur la santé mentale. Donc c'est un sujet qu'on a voulu étudier parce qu'il est relativement moins étudié et moins connu que les impacts sur la santé physique actuellement. Et pourtant, on remarque que suite à une catastrophe naturelle notamment, on va retrouver 40 fois plus d'impact sur la santé mentale que sur la santé physique. Donc c'est quand même quelque chose qui a des conséquences. Ah, pardon. Donc, dans le cadre du lancement de cette plateforme, je viens pour vous présenter les points vraiment les plus importants, et c'est vraiment un résumé très, très résumé. Mais donc, je voulais parler d'abord des 3 types d'impacts que le changement climatique peut avoir sur la santé mentale, qui sont les impacts directs, graduels et indirects. Et puis, mentionner aussi quelques facteurs de risque et de résilience que je trouvais important de vous dire ici. Donc d'abord, pour parler de ce qu'on appelle l'impact direct, ça comprend en fait toutes les conséquences sur la santé mentale des catastrophes naturelles ou bien autres événements vraiment aigus liés au changement climatique. Et dans ce cadre-là, on va retrouver vraiment une augmentation assez importante de troubles dépressifs, de syndrome de stress post-traumatique, de troubles de l'anxiété et du taux de suicide. Donc pour vous donner un exemple concret, suite à l'ouragan Katrina qui a eu lieu en 2005 dans le sud des États-Unis, entre autres, on a remarqué que 49% des survivants ont présenté un trouble dépressif et 18% un syndrome de stress post-traumatique. Donc c'est vraiment des valeurs assez inquiétantes. Ce qui est aussi important de noter, c'est que ces troubles sont pour la plupart du temps chroniques ou deviennent chroniques. Et en fait, ils vont durer bien plus longtemps que la phase de soutien qu'on retrouve après, par exemple, une catastrophe naturelle et d'aide humanitaire. Et donc assez rapidement, il va y avoir un manque de prise en charge pour tous ces troubles. Ensuite, on a ce qu'on appelle l'impact graduel. Donc ça comprend les conséquences sur la santé mentale d'événements un peu plus chroniques et plus insidieux, comme par exemple la sécheresse, la hausse de la température terrestre et la montée des eaux. Et dans ce contexte-là, on va aussi retrouver chez les personnes qui font face à ces problèmes des troubles dépressifs, des troubles de l'anxiété. Et ce qui est particulièrement notable dans ce cas-là, c'est vraiment des taux de suicide très augmentés. On voit sur une étude qui a été conduite en Australie après une sécheresse importante, vraiment des taux de suicide très inquiétants. On pourrait même appeler ça une épidémie de suicide parmi les agriculteurs. Donc. Et puis c'est quelque chose qu'on retrouve aussi beaucoup, entre autres chez les jeunes Inuits actuellement, face à la fonte des glaces. Ces événements aussi climatiques, ils sont souvent très liés à des problèmes politiques, des migrations, et ça, indirectement, ça va aussi avoir un gros impact sur la santé mentale. Et finalement, il y a ce qu'on appelle l'impact indirect. Donc c'est quelque chose un peu moins concret et qui est en fait l'effet sur la santé mentale de la notion de menace globale en fait, du changement climatique. Donc c'est lié à ça, on voit l'émergence de nouveaux phénomènes comme la solastalgie et l'éco-anxiété. C'est des nouveaux termes que j'ai définis ici. Donc la solastalgie, c'est défini comme un sentiment de désolation et de chagrin face à la destruction de son environnement. C'est quelque chose, pour vous donner un exemple, qu'on retrouve beaucoup chez les personnes qui ont vécu un incendie de forêt, par exemple, et qui se retrouvent en fait dans un environnement qui est complètement détruit et détruit par les flammes. L'éco-anxiété, c'est plutôt un sentiment d'angoisse qui est ressenti face à la menace globale du changement climatique et qui est très lié en fait au sentiment d'impuissance et de manque de contrôle sur la situation. Ce qui est important de noter, c'est que ce n'est pas quelque chose qu'on doit considérer tout de suite comme pathologique. Ça peut être considéré maintenant comme une adaptation presque physiologique qui va être indispensable pour la lutte contre le changement climatique. Donc c'est des sentiments qui, certes, sont négatifs, mais qui peuvent aussi pousser à la motivation de vouloir agir et faire quelque chose pour lutter, à l'inverse du déni. Après, ça doit quand même être pris en compte parce que ça arrive que ça devienne pathologique dans le cas où les sentiments négatifs d'impuissance deviennent trop importants, qu'il y ait le sentiment aussi d'être isolé dans cette situation. Et à ce moment-là, on peut se retrouver plutôt face à des comportements d'inaction ou un abattement généralisé, ou voire même des dépressions assez sérieuses. Donc dans ce cas-là, il faut prendre en charge. Pour les quelques facteurs de risque que je voulais vous présenter, donc ils sont de loin pas tous ici, mais je voulais vous parler des plus importants. Donc d'abord, il y a le lieu d'habitation. Donc il y a quand même des zones géographiques qui actuellement sont beaucoup plus touchées directement par le changement climatique. Donc même si toutes les conséquences que je vous ai parlé même si ça peut toucher la planète entière, il y a quand même
des zones qui vont être plus touchées. Voilà. Et puis, les conditions socio-économiques, on voit que ça joue un rôle très important aussi dans ce problème, parce que déjà, de base, les conditions socio-économiques précaires, elles sont considérées comme un facteur de risque au développement de troubles de la santé mentale. Et en fait, le changement climatique, en impactant négativement ces conditions socio-économiques, typiquement suite à une catastrophe naturelle ou à la sécheresse, ça va être comme un amplificateur de ces vulnérabilités déjà préexistantes. Finalement, la jeunesse est très très touchée par ce problème. Il y a une grande difficulté actuellement à se projeter dans le futur, qui est très incertain, et aussi un sentiment de ne pas être compris, de ne pas être écouté, pas pris au sérieux. Et il y a une étude qui a été menée par rapport à ça à l'échelle globale pour la population des 16 à 25 ans, et qui relève que 45% de cette population aujourd'hui se sent impactée dans sa vie de tous les jours par des sentiments d'angoisse liés au changement climatique. Donc c'est vraiment quelque chose qui a une énorme ampleur maintenant. En revanche, ce qui a aussi été remarqué, c'est qu'il y a un énorme bénéfice à s'engager au sein d'organisations de lutte pour le climat. Ça est maintenant considéré comme un facteur de résilience important. Et c'est lié donc, à un sentiment de reprise de contrôle un peu sur la situation, en tout cas tant que c'est possible. Donc pour finir, ce qu'on peut observer, donc, tout simplement, on voit que le changement climatique, il touche la santé mentale. Ça, c'est plus que vrai, et que ça touche la santé mentale de la population à l'échelle mondiale, donc pas uniquement dans les zones qui sont directement touchées par le changement climatique actuellement. Il y a une nécessité d'inclure la santé mentale dans la prise en charge des conséquences du changement climatique, ce qui est encore peu le cas comparé à la prise en charge de la santé physique, suite par exemple à une catastrophe naturelle, par exemple. Et puis, il y a aussi l'importance de continuer à essayer d'identifier les facteurs de risque et les facteurs de résilience pour que ça nous permette en fait, de mieux cibler quelles vont être les populations qui vont avoir le plus besoin d'aide ou ont déjà le plus besoin d'aide, et les facteurs de résilience pour qu'on trouve au mieux les solutions pour aider ces gens. Ah, voilà, pardon. Et puis on arrive actuellement à la dernière présentation qui sera de nouveau une vidéo que j'espère de qualité correcte au niveau du son, mais ça nous semblait extrêmement important de vous montrer cette vidéo par deux interlocuteurs de premier plan, le professeur Matthew Eckelman, que vous connaissez peut-être pas par son nom, mais qui est ingénieur de l'environnement aux États-Unis, à Boston, et c'est un peu la personne qui a initié tous les travaux d'ampleur sur l'impact environnemental des systèmes de santé, notamment du système de santé américain, puis plus récemment du système de santé anglais. Donc c'est quelqu'un qui a vraiment été un pionnier dans l'évaluation de ces questions-là, et il travaille avec une médecin, la professeure Jody Sherman, qui est à la fois anesthésiste, mais aussi spécialiste de questions de santé environnementale. Donc les deux ont vraiment développé toute une stratégie et une quantité de travaux scientifiques d'importance sur les questions d'impact du système de santé sur l'environnement. Donc on va les écouter quelques minutes, justement parler de leur expérience par rapport à cette thématique. Hi, I'm Matt Eckelman. I'm an environmental engineer based at Northeastern University in Boston in the United States. Hi, I'm Jody Sherman. I am an anesthesiologist at Yale University and also do research in sustainable healthcare, as well as have an administrative role in our health system and sustainable healthcare. I would say it's important to understand the climate effects of every sector. And what we found in looking at the health sector, because it's such a key player in the economy of many countries, because it serves so many people, it has, in the end, a very large contribution to overall carbon emissions and other types of environmental impacts. So the easiest answer is we should pay attention to it because it's very large. This is a sector that has traditionally not received a lot of attention in terms of decarbonization. That's changing quickly. It's very encouraging to see the emphasis on sustainability in healthcare in health systems around the world now in the last several years. And people are waking up to the fact that their contribution to this global problem of climate change is large. The healthcare sector has some responsibility for that. I would add to that that healthcare
has a responsibility to do no harm. We should be leading the movement on decarbonization and pollution mitigation, not lagging. As a sector, we are lagging, and that could very well be because we already have a mission of taking care of patients and we're already doing good in the world, but we've been ignoring the harm we've been doing to public health and environmental health. We can't do that anymore. We must consider our dedication to our patients and our dedication to the communities and the environment equally. I would say that if you talk to a regular person on the street and you start talking about kilograms CO2 equivalents and other types of footprinting measures, that most people don't have an intuitive understanding of what that means. So as an environmental engineer, of course, we work in numbers, we can work in physical units, and those measures mean something to me and to my community. But they're not the best measures for talking about environmental or health impact when we're talking to the general public or to the medical community. So in our work, we've been fastidious and conscientious about translating emissions into measures of public health so that we can understand not just the emissions that the health sector is causing, but the implications of those emissions on environmental quality and on public health. And when you use those kinds of metrics and that kind of language, then we're all speaking in the same dialect, essentially, and we can really communicate on the same basis. In general, the healthcare community is ignorant to the vast harm that healthcare is causing public health and environmental health. I think the vast majority of health professionals globally, both in high and low income nations, are aware that we must be causing some harm because it's obvious we're using all this stuff. We do waste a lot of things. The stuff is coming from somewhere, and so is produced and manufactured somehow. It's going somewhere, so it's resulting in solid waste pollution. So I think everyone's aware that we're causing some harm. It's obvious when you are a health professional that you are using things that must be causing harm. But I think most healthcare professionals are ignorant to how big that harm is. And even if they are aware, feel very unempowered about what they can do to try and make it better. So we really need to work together to not only educate and increase awareness, but also to empower those in the trenches doing the work to make a difference. I think most importantly is that we need data-driven solutions. So we need experts like Dr. Eckelman and other healthcare engineers to help us quantify emissions and to be able to use that information for data-driven solutions that can be integrated into every aspect of an organization, and particularly in procurement. And there are ways to integrate information into our electronic health records as well. Because we need to use that information to drive solutions. You can even take it up higher up that, we talk about this a lot, that it is very labor intensive to do process-based or look at trying to evaluate the emissions product by product, service by service. Really, we need data transparency from manufacturers to make it easier to do these kinds of assessments. And to avoid greenwashing, we need standards about reporting and third-party verification of that information. But even with using surrogate measures and in the absence of that information from suppliers, there are ways of understanding where those hotspots are for doing data-driven sustainability solutions. I see two main drivers of activity in this area. One, in terms of incentivizing action in this area. One is that top-down requests or demands for information. For example, if you have a nationalized health system, which we do not here in the United States, but there are some aspects of our system that fall under state or federal control. And so
people who run those systems can essentially mandate that there be some reporting. And this has happened, for example, in our Veterans Administration health system. And so the people who work in that part of the system, they've been undertaking carbon emissions inventories and doing some decarbonization activities for many years. So that kind of top-down policy-based incentive making is of course very effective. Another that we're seeing more and more, and this is very encouraging, is this bottom-up market-based incentive, where health systems and suppliers of medical products and supplies are getting asked by all sorts of people, by customers, by just regular patients who want to know what are the carbon implications of their business or of the procedure of the healthcare facility, what have you. And so they're responding to these requests for information, and they're responding to this market-based need for information. And that's causing many of them to start counting and start publishing and being more transparent about the emissions. And both of these happening together are really starting to move the healthcare sector to be very aggressive towards counting and starting to take further action and really ambitious action about decarbonizing their operations and their supply chains and so on. And I would just build on that further to come back to this issue of regulations and standards around transparency and reporting, because greenwashing is a growing problem, particularly around these products. Voilà pour cette dernière présentation. Il nous semblait qu'elle était très importante et qu'elle fixe bien le décor. Je pense qu'on a assez bien compris ce qu'ils disent. Il me semble qu'il y a trois messages qui me semblent essentiels. C'est que notre responsabilité absolue de ne pas nuire est essentielle, et on voit que le système de santé actuellement nuit à l'environnement et ultimement à la santé humaine. La question du greenwashing qui a été abordée à 2 reprises, effectivement le fait de faire de fausses actions ou de mettre en avant de fausses solutions, donc d'être transparent, et puis finalement de montrer que c'est important d'avoir des stratégies assumées top-down, d'avoir des régulations qui permettent d'avoir des actions fortes et globales. Donc c'est, je pense, une bonne transition pour arriver à la partie officielle, je dirais, ou encore plus officielle de cette journée, c'est-à-dire l'inauguration de la plateforme. Et je repasse la parole donc au vice-doyen Renaud Dupaquier.